Bon, vous n'allez pas me voir, mais tant pis, c'est pas grave. Mais je pense que ça va participer à plein de compréhension. Euh, Ça fait à peu près 1 heure, il est 3 heures du mat, ça fait à peu près 1 heure que, que la parole m'explique plein de trucs à l'intérieur, hein, par moyen de la pensée. Et il y a des formes pensées comme l'amour centrifuge et l'amour centripète. Donc ça peut être très rigolo, ça, l'amour centripète, mais bon, c'est ça qui crée la souffrance, l'amour centripète. Donc les spins de l'amour, on va peut-être approfondir un petit peu ça parce que c'est en train de vouloir s'exprimer et expliquer des choses et c'est assez important. Ça a à voir avec l'amour de soi, enfin la valorisation de soi. L'amour centripète, c'est un amour qui est Big Bang, c'est-à-dire c'est un amour qui diffracte, qui va vers l'extérieur, qui envoie des cannes à pêche partout, 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 en espérant pouvoir récupérer quelque chose. Voilà. Donc ça pète, parce qu'il y a quelque chose qui le gonfle. Voilà. Donc c'est de la flatulence en fait. Et c'est pour ça qu'on dit flatter l'ego, il y a quelque chose de l'ordre de l'emphase, de l'air qui sert à rien, etc. De l'espace quoi, qui est créé. C'est de la masse qui est créée et c'est de l'espace qui est créé. Donc c'est une espèce de diffraction, donc de Big Bang, qui va faire que on va tourner vers l'extérieur. Donc on va quand même être un extraverti, même quand on a un introverti, un faux introverti. On va être un extraverti, c'est-à-dire qu'on va chercher l'énergie à l'extérieur. C'est ça le Big Bang. Et donc l'amour, c'est comme un Big Bang. Ce qui est important vraiment de visualiser, c'est que l'amour, il fonctionne aujourd'hui dans nos sociétés, il fonctionne en force centripète, donc il est tourné vers l'extérieur, donc il est extraverti, même si c'est un faux introverti. Donc quelqu'un qui a ultra souffert du rejet, abandon, de la blessure cosmique originelle qui est la diffraction. Donc ça c'est la blessure cosmique et la diffraction. Mais donc on souffre tous de la diffraction qui est l'abandon de l'énergie une qui s'est fragmentée et qui a envoyé la moitié d'elle-même en diffraction. C'est-à-dire c'est là le rejet abandon. Quoi. Bon, on va revenir sur Terre et donc nous ici on est sur cette diffraction extrême et on arrive à bientôt saturation de cette diffraction. C'est-à-dire qu'il y a une expansion et une recherche de l'amour à l'extérieur parce que du coup avec cette expansion la force d'entropie fait qu'on est persuadé qu'on risque la mort et qu'on est rejeté et que de toute façon on n'y arrivera pas, qu'on est nul, enfin bon c'est voilà. Donc on est tous dans l'amour de soi, on est tous dans la valorisation de soi, on est vraiment dans la polarité plutôt du mal, hein, de se dire on est nul donc il faut compenser ça. Donc il faut aller chercher des valorisations pour que le moi qu'on a développé puisse être actualisé et légitimé. Donc on va chercher cet amour à l'extérieur. Alors qu'en fait, la réalité de l'amour, aujourd'hui, donc dans notre civilisation très développée, très sécure, entre guillemets, la valeur de l'amour, elle est donc centripète, donc elle est extravertie, elle va chercher à l'extérieur son énergie. Mais en fait, elle fonctionne, l'amour fonctionne comme un atome, c'est-à-dire c'est vraiment un mouvement, c'est une circulation, donc centripète, ça tourne comme ça va vers l'extérieur, hop, ça part de soi, ça va vers l'extérieur. Ça part de soi, ça va vers l'extérieur. Et ça essaie de ramener quelque chose. Mais bon, ça marche pas toujours, bien évidemment. Parce que tout le monde faisant ça, personne n'envoie du réel amour. Tout le monde envoie des valorisations ou des dévalorisations qui sont d'ordre subjectif. Donc on ne reçoit jamais de la vraie énergie. On reçoit toujours en compensation ce qu'on a envoyé, c'est-à-dire de l'énergie subjective qui est totalement illusoire. Donc on est rétribué à égalité de ce qu'on donne, hein, de toute façon. Bon, ça, quand on en prend conscience, on va y mettre fin. Mais on va y mettre fin non pas parce qu'on a une volonté subjective d'y mettre fin, mais parce qu'il va y avoir une saturation. Donc je reviens sur le fait que l'amour, qu'il soit donc objectif, l'amour objectif n'existe pas sur Terre aujourd'hui. Il n'y a que de l'amour subjectif, donc il n'y a que de l'extraversion, même en introversion masquée. L'amour c'est vraiment comme un atome, c'est-à-dire que il s'est expansé en Big Bang. Et du coup, il est en expansion, 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 expansion. Et plus il s'expand et plus il souffre. Plus il y a de la souffrance. Parce que plus on crée de l'espace-temps et de la masse, donc... Enfin, c'est la masse qui crée l'espace-temps. C'est la vitesse de la masse qui crée l'espace-temps. Mais donc, plus on fait ça, et plus il y a une souffrance qui s'accroît, qui s'accroît, qui s'accroît. Et j'ai vraiment toujours cette image de ce bonhomme dans le voyage du Chihiro. Il fait que manger, il fait que manger. C'est-à-dire qu'il prend à l'extérieur, il mange, il mange, il mange, il mange, et puis... Oh,
il gonfle, comme la grenouille dans La Grenouille et le bœuf de La Fontaine. Puis à un moment donné, le mec, il explose, quoi. Puis c'est vraiment dégueulasse ce qui se passe après, quoi. Enfin, il y en a vraiment partout. C'est un peu gore, hein, des fois, Chihiro, voilà. Pourtant, c'est pour les enfants. Mais bon, ce passage-là, il est quand même un peu gore pour les gosses. Mais même pour un adulte, c'est... voilà. Quand on voit ce mec exploser, puis tous ces morceaux de viande qui sont partout, c'est bizarre, quoi. Voilà. Mais c'est un petit peu... au niveau de l'amour, c'est un petit peu ça qui est censé se passer, mais qui se passe pas forcément. Si, ça peut finir en HP, en suicide ou en capotage total. Quand on dépasse la masse critique de cette expansion et qu'on ne revient pas en crush bang, c'est-à-dire au niveau atomique. Et après, c'est au niveau de la psyché, bien entendu. Donc cet amour, il est à la fois centripète, voilà, mais il reste quand même qu'il y a le noyau atomique dans cet amour-là. Donc le noyau atomique, lui, par contre, il tourne vraiment dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il est centrifuge et il va vers la fusion, c'est-à-dire la fusion. Et donc, quand on arrive à la masse critique, tout ça étant composé de la volonté, l'intelligence et l'amour. Ça va dans cet ordre-là. Volonté, intelligence, amour. C'est-à-dire que la volonté, elle a d'abord cette volonté d'expansion, voilà, donc diffraction. Et donc, ça prend de l'intelligence, c'est-à-dire ça prend un mouvement particulier, approprié, donc de l'intelligence, et ça arrive dans une sorte d'amour. Mais bon, tout d'abord, en expansion, c'est un amour subjectif, donc un amour centripète qui va donc tourner dans le mauvais sens, entre guillemets, mauvais, parce que c'est nécessaire, parce que le soi, n'étant pas matériel, va avoir besoin d'un support matériel qui sera l'ego, et l'ego donc a besoin d'être développé en tant que force centripète, pour accueillir la force centrifuge dans sa manifestation, son expression la plus complète. Donc tout est ok, même si c'est de la souffrance, l'expansion est de la souffrance, donc il n'y a pas de problème avec ça. Et donc, arrivé à ce point de saturation, et bien écoutez, avant de finir en HP ou de se pendre ou de péter les plombs, etc., c'est important de prendre conscience. Alors quand on arrive à... Souvent, la plupart des gens qui arrivent à saturation, ben, ils vont se consoler dans leur bien matériel, dans la réussite professionnelle de leurs enfants ou leur propre réussite, etc. Donc c'est des moyens de compenser. C'est des moyens de compenser le fait que l'expansion arrivée à saturation n'a pas pu se résorber pour revenir à un centrifugage et donc à une centrifusion. Mais quelqu'un qui va s'éveiller, il va pouvoir prendre connaissance d'une façon ou d'une autre. Là, on l'explique comme ça, mais ça peut s'expliquer de milliers de façons, quoi. Là, c'est vrai que moi, je suis tellement passionnée par l'aspect atomique des choses, parce que c'est l'aspect fondamental, c'est presque la plus petite unité de fonctionnement, l'atome. Donc, qu'on puisse voir, qu'on puisse comprendre. Il y a peut-être des unités encore plus petites qui ont la même logique, parce que tout fonctionne sur le même principe. Donc, comme on peut voir, les sociétés fonctionnent sur le même principe que le système atomique. Un couple fonctionne aussi pareil, un individu fonctionne aussi pareil. Enfin, sa psyché, quoi. Tout ce qui est psychique et aussi tout ce qui est physique, bien entendu. Donc, c'est à la fois psychique et physiologique, donc atomique à la base, parce que toute physiologie a pour base le système atomique. Et puis ben, la psyché en fait partie. Hein. La psyché, c'est pas extérieur, c'est pas évanescent, c'est pas totalement abstrait. Et d'ailleurs, l'abstraction, c'est très très réel, donc c'est vraiment super important de comprendre tout ce qui est des valeurs d'abstraction. Comprendre l'atome, par exemple, c'est une valeur d'abstraction. Nos sens ne peuvent pas voir comment fonctionne un atome. On est obligé d'utiliser un sens qui n'est pas celui du tout des sens qu'on connaît, voilà, qui sont physiologiques. On est obligé d'utiliser un sens qui est de l'ordre de l'éthérique, en fait. Donc, on est obligé d'utiliser une partie du cerveau éthérique qui nous envoie ces informations et qui se trouve dans le centre de l'atome. Donc, il y a une certaine communication avec d'autres plans qui sont non matériels qui permet d'avoir une acuité sur l'abstraction, qui est une réalité. Donc, je reviens sur le fait que l'amour, donc, a cette force centrifuge qui est à l'intérieur, qui est prête à éclore quand l'expansion est arrivée à terme, c'est-à-dire à saturation. Quand on arrive à saturation de l'expansion, donc de l'amour subjectif, donc de l'amour qu'on va avoir pour les autres, mais c'est un amour subjectif, donc l'amour pour les autres, en général, il attend un retour. C'est-à-dire qu'il n'envoie pas sa ligne sur le lac sans attendre de recevoir du poisson en retour, quoi. Donc voilà. Donc l'amour subjectif, il n'est jamais désintéressé. Mais ça, si on dit qu'il est désintéressé, ça va être une valeur morale, donc on va polariser. Enfin bon,
C'est pas vraiment de la réalité, du réalisme de dire des choses comme ça, mais bon, vous comprenez de quoi il s'agit quand même. Voilà. C'est-à-dire que même sans juger ça, on peut l'observer. C'est-à-dire qu'on est des êtres qui nous donnent de l'amour, mais attention, on veut en avoir en retour, quoi. Parce que sinon, ça colle pas, quoi. Voilà. On va changer, ensuite on va changer de canne à pêche, hein. On va envoyer une autre canne à pêche ailleurs, et puis on va se demander, bon là je vais avoir du retour ou pas là, cette fois-là. Parce que là, franchement, retour sur investissement, n'est-ce pas? Voilà. Donc l'amour subjectif, c'est ça. Il veut un retour sur investissement. Bon, il va pas le dire, il va dire ah non, non, mais moi j'aime les autres, moi je suis très généreux, voilà. Mais au bout d'un moment, il va finir par dire à ses autres amis, ah ouais, mais tu comprends, celle-là j'en ai marre, je fais que lui donner, mais je reçois jamais en retour. À un moment donné, ça va s'arrêter et puis elle va dégager. Voilà. Hein, mais au départ, on avait dit on était désintéressé. Voilà. Mais on l'est jamais en fait. En tout cas, pas tant qu'on s'aime soi-même. Tant qu'on s'aime pas soi-même, pardon. C'est-à-dire que tant qu'on croit qu'on aime les autres, c'est-à-dire c'est le fameux commandement là, chrétien, enfin christique d'abord, avant d'être chrétien, aime ton prochain comme toi-même. Seulement, la religion catholique et puis les autres, elles ont entendu que aime ton prochain. Elles n'ont pas entendu comme toi-même. Et puis elles n'ont pas été foutues, puisqu'elles n'ont pas entendu comme toi-même, de comprendre qu'il fallait d'abord s'aimer soi-même. Et ensuite aimer les autres. Voilà. Ça, normalement, l'amour centrifuge commence par ça. Mais bon, nous, on fait les choses à l'envers parce que le soi a voulu qu'on les fasse à l'envers. C'est pas parce qu'on s'est trompé, c'est pas parce qu'on a fait une erreur, c'est parce que le soi a voulu que ce soit comme ça. Parce qu'il avait besoin de corps forts pour s'incarner. Mais ça, c'est physiologique. Bon, là, on est pour loin dans le psychique, mais il y a des raisons physiologiques au fait que ça s'est passé à l'envers, apparemment, mais ça s'est passé comme ça se devait se passer. Donc pour des raisons psychiques, on est ici en train d'aimer les autres pour attendre du retour, donc de manière centripète, pardon. Et donc on est en extraversion, et puis des fois on fait semblant d'être un introverti, d'être discret, humble, et puis soumis, tout le truc. Mais en fait, on recherche de l'amour en retour. Donc l'amour inconditionnel, même l'amour inconditionnel, hein, c'est de la grosse foutaise. Hein. Les gens qui croient qu'ils sont dans l'amour inconditionnel, ils sont toujours dans de l'amour centripète. Hein. Ils attendent toujours un retour, mais ils sont dans le déni, quoi. Ils veulent pas le savoir. Donc ça marche toujours pas. Ils sont toujours pas satisfaits, ils sont toujours dans de la frustration. Ils ressentent toujours de la souffrance. Bon, ben, ils ressentiront de la souffrance tant qu'ils seront en expansion comme ça. Et puis à un moment donc arrive le point de saturation. Il peut arriver de plein de sortes de façons, voilà, c'est plein de façons possibles. Peu importe, on va pas regarder les façons dont ça peut arriver, c'est différent selon les personnes. Le point de saturation va faire qu'on va avoir un crush bang qui va être de l'ordre de la volonté. C'est-à-dire que quand on arrive à saturation, le soi qui englobe tout ça et qui dirige tout ça va nous envoyer la volonté réelle. On va faire un burn-out par exemple, on va dire putain de bordel, je suis en train de crever, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Donc c'est l'instinct de survie en fait, on va dire. Vous avez aussi encore, je vais vous reparler de ce petit truc, le mystère de la force enfin résolu, qui vous explique qu'on ne peut contacter la force que quand on est au bord du précipice, c'est-à-dire sur le point de mourir. Donc c'est à ce moment-là, quand on est vraiment sur le point de mourir quelque part, dans ce burn-out, vraiment on brûle à l'extérieur, là, puis c'est arrivé au point de non-retour, quoi. Là ça suffit. Donc c'est brûlé vers l'extérieur et on ne peut pas aller plus loin. Donc ça s'arrête, cette espèce de générosité, de servilité, ça s'arrête, et d'amour des autres, hein, qui est totalement factice. Mais c'est pas du jugement, c'est juste constaté. Voilà. Donc, pouf, on se dit, là, je vais crever, quoi. Psychiquement, physiquement, enfin bon, c'est un tout. Hein. Le burn-out, c'est un tout, hein, c'est une petite mort. Hein. Donc on se dit, bon, je suis là, mais va falloir que je fasse quelque chose, parce que sinon, je passe de l'autre côté, on passe l'arme à gauche après, quoi, hein, d'une façon ou d'une autre. Hein. Soit une mort psychique, soit une mort physique, voire les deux. On commence par la mort psychique et ensuite la mort physique, hein, parce que psychosomatique. Hein. Donc voilà. Et du coup, on est là, et à ce moment-là, soit on capote, soit la volonté réelle elle descend. C'est-à-dire l'instinct de survie. Et c'est vachement bien expliqué par Göthabor, donc dans le mystère de la force enfin résolue, parce qu'il explique qu'à ce moment-là, on est en contact, un peu sans le vouloir, avec la force. Mais la force, en fait, c'est que c'est le moment où son véhicule il va clamser. Donc la force, elle a pas investi pour rien. Donc elle va envoyer sa volonté. Elle va dire, bon allez, hop, moi, maintenant, je mets mon grain de sel, ça s'arrête là. Les conneries, on arrête, on a fait ce qu'il fallait, maintenant,
on revient, croche-bang. Et le croche-bang, on s'en aperçoit pas psychiquement, mais le soi, il dirige le croche-bang, c'est-à-dire il va vous donner tout ce qu'il faut pour que vous mettiez à tourner dans le sens inverse, c'est-à-dire que vous rentriez dans l'amour de soi, dans la valorisation de soi, mais pas une valorisation égoïque. Ça va être une valorisation qui va être réaliste, qui va être adaptée à vos besoins physiologiques et psychiques. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous allez vous dire, putain, les autres, ça suffit que je leur donne, parce que de toute façon, il n'y a jamais de retour, donc ça sert à rien. Voilà, vous allez avoir une polarité là-dessus. Et puis, vous allez dire, maintenant, je m'occupe de ma gueule, quoi. Voilà. Et bon, là, c'est très polarisé, c'est très réactif. Mais en fait, le soi, c'est ce qu'il veut. Hein. Mais vous allez découvrir petit à petit que dans cette réactivité, il va s'installer une attention plus précise à ce dont vous avez réellement besoin. Et c'est là que vous allez découvrir ce que c'est que cette philosophie dont Bernard Morel parle souvent, c'est la seule chose qui est importante, c'est être attentif à ses besoins réels et de les satisfaire. Et bien à ce moment-là, vous allez commencer à prêter attention à vos besoins réels. Au lieu de vous occuper de ce que les autres ils ont besoin et de leur donner, vous allez vous occuper de ce que vous avez besoin et vous allez vous le donner. Et ça s'appelle l'amour de soi. On rentre progressivement par la force des choses, par la force de cette saturation qui a donc instillé cette volonté de finalement se retourner vers soi pour aller regarder ce qu'il veut, le soi, de quoi il a besoin. Voilà. Et c'est là que précisément cette volonté réelle va vous dire, ben voilà, mais moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et c'est là aussi qu'on rentre, quand on écoute le besoin du soi, on rentre dans donc l'écoute de la volonté réelle, mais aussi on rentre dans la présence et on rentre dans l'amour du présent. L'amour de la présence, c'est aussi l'amour du présent. C'est-à-dire que être attentif à ses besoins, c'est regarder ici et maintenant comment je suis bien ou comment je suis pas bien. Et là, on rentre dans une évaluation objective, c'est-à-dire dans une polarité objective. On dit là, je suis bien, je suis pas bien. Comment je suis là maintenant là? Je suis comment là maintenant là? Je regarde, je suis pas bien, je suis mal à l'aise, ok, ben j'ajuste. Si je suis bien, mais j'ai rien à ajuster, j'ai juste à savourer. Et là, on est vraiment dans ce qui s'appelle la présence, ce qu'on appelle partout le pouvoir du moment présent. Et c'est là qu'on est dans une force centrifuge, et qu'on est dans l'amour de soi, et que petit à petit, on va rentrer dans cet amour de soi, mais qui n'est pas du tout égoïque, et ça va commencer à être une valorisation de soi. Et là, on va rentrer vraiment dans le commandement de Jésus, qui disait « aime ton prochain comme toi-même », c'est-à-dire que là, on fait les choses à l'endroit, on s'aime soi-même, et puis comme on s'aime soi-même, ça tourne dans le bon sens, donc on est notre propre moulin de pourvoyeur d'énergie à l'infini du vide, c'est-à-dire c'est de l'énergie qui est non anthropique, donc qui ne s'épuise pas. Donc du coup, on n'est jamais en déficit d'amour de soi quand on est en centrifuge. Donc ça va, tout va bien, on n'est plus là à vouloir que les autres nous envoient quelque chose en retour. C'est-à-dire que quand on est en centrifuge, si on envoie de l'amour à quelqu'un, on ne va pas s'imaginer qu'il va nous le renvoyer. On s'en fout. Bah, s'il nous le renvoie, c'est cool, peu importe. C'est juste un moment sympa, mais dans le moment présent. C'est-à-dire qu'on va pas calculer, ah oui, bon, il m'a renvoyé de l'amour, bon, il faut que je le renvoie en retour, parce que sinon, après, il va dire machin, ou alors après, il ne me renverra plus. Non, non, quelqu'un qui est centrifuge, il s'en fout. Il donne de l'amour, il attend pas que ça revienne. Et si ça revient, il va pas se dire, bon, c'est mon tour maintenant. Non, non, il est juste là, là où il est, posé, là. Posé comme une vache sacrée. Et puis, pouf. Voilà. Et le truc là des pensées, donc bien entendu, de ce fait, il est dans un allègement de la gravitation de l'atome. Donc il est plus dans cet envoi centripète de trucs, de canne à pêche là qu'il envoie partout pour essayer de récupérer quelque part. Il se dit, si je mets mes œufs dans plein de paniers, je vais peut-être en récupérer quelques-uns. Donc il arrête de faire ça. Donc il arrête de produire des pensées, de calcul, de si je fais ci, si je fais ça, machin, qu'est-ce que j'aurai, machin. Bon. Donc les pensées, effondrement. C'est comme dans Matrix, donc, il y avait cette image qui venait aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de s'angoisser sur ce que vont penser Pierre-Paul Jacques, machin, sur ce qu'il peut faire pour que Pierre-Paul Jacques soit content, est-ce que Pierre-Paul Jacques l'aime bien, machin, tout ça, c'est toutes ces pensées, c'est comme les balles, c'est de la souffrance, c'est comme les balles qui arrivent sur Néo, quand il se fait tirer dessus, là, et qui se fait canarder, il voit arriver tout ça, et en fait, quand on est en centrifuge, ça peut arriver sur nous comme ça, les pensées, mais parce que ça continue d'être engrammé le corps, donc on peut continuer à avoir des pensées. Mais en fait, si on est vraiment en centrifuge, là, on voit ça et on se dit, allez, des programmes encore des programmes, quoi.
Bah oui, c'est des programmes. La cuillère n'existe pas. C'est juste le reflet qui se tord. Voilà. Et donc, du coup, toutes ces balles qui arrivaient sur nous, elles tombent, elles tombent, elles tombent, elles tombent, elles tombent. Et c'est ça, c'est l'effondrement de la pensée, c'est l'effondrement de la mémoire, c'est l'effondrement de plein de choses qui ont été utiles pour construire le moi, pour construire les corps et pour construire un habitat solide en transistance au niveau électrique pour le soi, pour l'arrivée du soi. Donc c'était une maturation, c'était un élevage. Oui, on a été des cobayes en quelque sorte du soi, mais nous sommes le soi, même en diffraction. Donc en fait c'est le soi qui a amené l'autre moitié de son soi à maturation pour pouvoir s'y installer, pour pouvoir jouir des sens. Parce que le soi, dans son immobilité, n'a aucun sens. C'est-à-dire il n'a pas la vue, le toucher, l'odorat, tous ces trucs-là, il l'a pas, quoi. Donc il avait envie de ça, il avait envie de réflexion, mais il voulait une réflexion qui puisse être sécure, parce que le soi pur dans la matière, ça ne le fait pas, parce que la radioactivité et la matière, c'est pas copain. Donc du coup, il fallait pouvoir trouver un programme qui fortifie les corps, de manière à ce qu'à un moment donné, l'incorporation du soi puisse se faire de manière un peu plus importante, et un peu plus sympathique, un peu plus joyeuse, etc. Et donc, eh ben, ça a été la diffraction. Et la diffraction, ça a entraîné la souffrance. Parce que la diffraction, c'est un rejet-abandon, c'est un oubli, et c'est une construction de mémoire illusoire, et c'est toutes sortes de souffrances qui vont avec. Voilà. Mais quand ça arrive à saturation, ben, ça se résorbe et ça retourne à quelque chose de plus originel et de plus réel. Donc quand on rentre là-dedans, et ben voilà, on a une paix de l'esprit, une joie, quelque chose qui est très installé et qui peut plus se défaire. Bon, évidemment, la personnalité étant très importante pour le soi, elle est toujours là, donc elle peut toujours essayer de reprendre le dessus, mais elle va de plus en plus constater avec ses mémoires qu'elle souffre. Donc de plus en plus, elle va se dire, bah non, bah, j'ai compris que c'était pas ça que je voulais, donc à chaque fois qu'elle va polariser, puisque c'est une habitude, hein, c'est un sillon la polarité, hein, enfin la polarisation, c'est un sillon, donc bah, tout doucement, elle va creuser un autre sillon à côté, et elle va prendre des nouvelles habitudes. Elle va prendre les nouvelles habitudes de l'intelligence. Elle va prendre les habitudes de l'intelligence. Pour ça, vous avez un audio de BDM qui est donc la différence entre l'esprit et et je sais plus. Entre l'esprit et quoi déjà? Enfin, c'est la différence entre l'esprit et puis l'autre, c'est l'esprit et l'astralisation. Différence, enfin, l'esprit et l'astralisation. Le premier, c'est 199, c'est à peu près sûr. Et puis l'autre, je sais pas son numéro. S'il faut, dans les commentaires, enfin, dans le petit truc en dessous, je le rechercherai et puis je vous donnerai le titre exact. Ces deux audios expliquent, alors le premier de 199 explique la polarité entre l'astral et la matière, et que l'astral doit être donc dépolarisé, donc désastralisé par la matière. C'est la matière qui, arrivée à saturation, donc par son expansion saturée, va ensuite imprimer un mouvement inverse, et en imprimant un mouvement inverse, elle va dépolluer l'astral. Et l'astral va devenir le nouveau mental de la matière, de l'homme, et va devenir le pont de protection entre l'éther, donc entre l'énergie originelle et la matière. Et là, vraiment, la communication entre l'éther et la matière pourra se faire de manière harmonieuse, et non pas comme maintenant, et sécure. C'est-à-dire à la fois sécure, bon, mais c'était disharmonieux jusqu'à maintenant, mais c'était sécure, mais ce sera ensuite sécure, mais harmonieux. Harmonieux, ce qu'on n'a pas connu. Voilà. C'est-à-dire qu'on passera, comme disait ma fille, de la matière à la moitié. C'est-à-dire qu'il y aura un ajustement, un équilibrage des forces qui sera tel que la souffrance ne sera vraiment plus nécessaire. On aura vraiment fait le tour et on aura compris que ça fonctionne autrement très bien, justement parce que nos corps sont prêts à fonctionner autrement très bien. Voilà, tout simplement. Et puis, ben, ouais, je vais finir sur un autre truc que ma fille m'a dit avant-hier soir, et non pas hier soir. Et j'ai halluciné parce que je lui ai expliqué, parce qu'on était en train de polariser sur le fait que au collège et puis au lycée, on leur demande de plus porter des masques en tissu. Ça y est, il faut porter les masques avec les petits morceaux de plastique qu'on respire dans les poumons, c'est super. Voilà, donc à la place du tissu, on va respirer du plastique. Formidable, donc j'étais un petit peu énervée. Ça m'a un petit peu fait polariser. Et puis les gosses aussi, du coup,
Ça les a agacés aussi, ça les a un petit peu déprimés, donc on a discuté de ça. Et puis il y a mon fils qui m'a raconté qu'il faisait un truc très créatif, c'est-à-dire que il avait optimisé le port du masque, il avait régulé sa respiration de manière à respirer suffisamment pour ne pas s'essouffler quand il montait les côtes, parce qu'il monte les côtes avec le masque. Il respecte les règles, mon fils, hein, même quand moi je veux vous dire, ah, je monte une côte, j'enlève le masque, hein, je respire. Hein. Bah, mon fils, il respecte. Donc il monte la côte avec le masque, mais il optimise. Donc il dit, je veux pas souffrir. Il m'a expliqué son système, je veux pas souffrir. Donc je respire d'une certaine façon, de manière à ne pas m'essouffler par un air trop vicié. Et donc je respire d'une autre façon. Il m'a expliqué, bon c'était particulier, mais il m'a dit, j'arrive en haut de la côte, je suis pas essoufflée. Alors que même avant, d'ailleurs, quand j'avais pas le masque, j'étais essoufflée. Il me dit, ça m'a forcé en fait à m'améliorer. Je fais waouh quoi. Je dis, ben ça c'est créatif. J'ai avec une chaîne, tu fais comme Nietzsche, tu danses avec tes chaînes et tu fais quelque chose de créatif. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Bon, c'est bien. Ouais, je trouve ça chouette. Et puis donc, ben, ça m'a amené à leur expliquer un petit peu le système du subatome et de ce qu'on envoie quand on polarise, qu'on envoie de l'émotivité au subatome et que du coup, lui, il nous renvoie des programmes pour à nouveau saturer. Et puis ben, ma fille, elle me sort, ben, elle me dit, ben, en fait, quand on polarise, on crée du karma. Ah, je dis, ouais. Ah, ben je dis, mais carrément, quand on polarise, on crée du karma. Donc j'avais envie de vous partager ça, parce que j'ai trouvé ça très pertinent et vachement logique, parce que j'y aurais même pas pensé à le présenter comme ça, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand on polarise, on crée du karma. C'est-à-dire, on crée des égrégores qui ensuite viennent se manifester sur Terre. Et ben ouais, voilà. Donc, ben, une raison de plus hein, d'observer un peu plus la polarisation. Non seulement parce que ça crée du karma, et puis ben voilà, que peut-être que ça suffit de créer du karma. Et puis ben justement, ben, si on en a marre de souffrir, et ben, il est peut-être temps de rentrer dans le vitriol, c'est-à-dire dans l'observation de cette polarité qui crée la souffrance. Et donc cet amour subjectif qui nous crée tant de souffrance, et bien le transformer, au lieu que ce soit un amour qui soit tourné vers les autres, que ce soit un amour qui soit tourné vers soi, non pas de façon égoïque, c'est pas du tout le mouvement, mais de façon énergétique réelle. C'est-à-dire que si vous êtes tourné vers le soi de façon énergétique réelle, vous allez rentrer dans votre fourniture d'énergie perpétuelle et du coup vous n'aurez plus besoin de recevoir d'autres amours subjectifs pour compenser le manque d'énergie. Donc vous-même en rentrant dans l'amour objectif, vous allez devenir une centrale nucléaire qui fournit de l'énergie sans avoir plus besoin d'en recevoir, et vous allez mettre fin à votre propre roue karmique, tout comme vous allez mettre fin à la roue karmique de l'ensemble aussi, par contribution et par intrication. Et ben je vais retourner faire dodo et vous souhaiter de continuer à bien dormir. À demain.